ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous parlerons du championnat de Formule E. Le premier e-prix de Monaco a lieu ce samedi. Frédéric Hélion a assisté à la dernière réunion des commissaires de piste. Une écurie monégasque sera en lice samedi. Il s'agit de Venturi Grand Prix. Vous avez la possibilité de donner un coup de pouce aux deux pilotes, Nickelfeld et Stéphane Sarrazin, via le Fan Boost. Alexandra Pani vous présentera ce nouvel ouvrage d'actualité, Le cœur éternel, utopie ou promesse, des professeurs Gilles Dreyfus et Alain Deloche. Coup de projecteur sur ce nouvel établissement, pizza, apéro, etc. Un établissement, vous allez le voir, 100% bio et naturel. Et restez bien avec nous. Depuis le début de la semaine, nous avons décidé de mettre à l'honneur le e-prix. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Apparu, directeur de la communication de Venturi. Nous débutons donc ce journal avec le championnat de Formule E. Vous le savez, le premier e-prix de l'histoire de la Principauté se déroulera samedi. Eh bien, les commissaires de piste se sont réunis la semaine dernière à l'espace Léo Ferré. Quel était le but de cette réunion? Les dernières directives, la réponse avec Frédéric Hélion. Ils sont réputés pour être les plus efficaces au monde. Chaque année, ils le prouvent au mois de mai au bord du circuit. Les commissaires de piste de Monaco étaient rassemblés mardi dernier à l'espace Léo Ferré. Plus qu'une réunion, une répétition générale où 450 commissaires sont venus pour écouter une dernière fois les consignes de sécurité. Ne jamais tourner le dos aux voitures, ça c'est primordial. Et avec l'e-prix, grande inconnue, c'est la première. Et nous allons être très vigilants et surtout, il n'y aura pas de bruit. Donc attention et ne pas perdre l'attention. Il faut être tout le temps concentré pendant la durée où les voitures tournent. 630 commissaires seront mobilisés sur 27 postes de secours pour le e-prix et 42 pour le Grand Prix de F1. Une nouveauté cette saison donc, le premier e-prix de l'histoire. Tous les commissaires ont été formés sur les risques électriques avec un stage spécifique Formule E. Ils nous montrent juste les éléments de la voiture, les voyants, le fonctionnement global de la voiture. On a une initiation, ils nous ont expliqué un petit peu avec un atelier vidéo comment ça marchait. C'est surtout une répétition en fait au niveau des manœuvres avec les crics, comment déplacer les voitures. Bien faire attention au sens de la piste, regarder d'où viennent les voitures, jamais retourner le dos, voilà. Une monoplace électrique est propulsée par 300 chevaux contre 850 pour une F1. La vitesse de pointe est de 235 km/h. Une F1 peut-elle atteindre les 370 km/h. Les diamètres des roues sont aussi différents, 18 pouces pour une FE, 13 pour une Formule 1. Une modification à noter sur le circuit, sur la partie basse, la piste a été élargie de 90 cm et descendue vers la mer sur 2,70 m. 10 écuries seront sur la grille de départ samedi, parmi elles Venturi Grand Prix et ses deux pilotes Nickelfeld et Stéphane Sarrazin. Eh bien, sachez que vous pouvez donner un coup de pouce à ces deux pilotes via le Fan Boost sur le www.fiaformule-e.com. On découvre justement ces deux pilotes via ce clip réalisé par les équipes de Venturi.
Passons au reste de l'actualité en bref et en images. Le coup d'envoi de l'exposition universelle de Milan a été donné le 1er mai dernier. Le thème cette année, nourrir la planète, énergie pour la vie. Plus de 140 pays participent à cet événement, dont la principauté. Son pavillon se veut très éco-responsable. Vous le voyez sur ces images, il est fabriqué entièrement à partir de containers qui seront ensuite récupérés pour bâtir d'ici à 2017 un centre de formation polyvalent au Burkina Faso en lien avec la Croix-Rouge monégasque. L'exposition universelle de Milan est à découvrir jusqu'au 31 octobre et à noter que Monaco aura sa journée. Elle aura lieu le 9 juin prochain, l'occasion de mettre un coup de projecteur sur le travail de Monaco Interexpo et de ses partenaires. Santé à présent, le professeur Gilles Dreyfus, directeur médical du centre cardio-thoracique, vient de sortir un nouvel ouvrage d'actualité, Le cœur éternel, utopie ou promesse. Coécrit avec le professeur Alain Deloche, cet ouvrage retrace l'aventure du cœur artificiel. Plus d'explications dans ce reportage signé Alexandra Pani. C'est au rayon médical que vous découvrirez le nouvel ouvrage du professeur Gilles Dreyfus, coécrit avec son confrère Alain Deloche. Il le décrit pourtant comme un roman adressé au grand public. Les deux auteurs se sont penchés sur l'histoire incroyable du cœur artificiel. Nous, on n'a pas du tout voulu raconter de la médecine. Naturellement, on est obligé de parler de médecine un peu. Mais on a voulu raconter cette aventure qui est une aventure extraordinaire. Parce que c'est une aventure où même si on n'y est pas arrivé, à ce cœur artificiel total complètement, on a fait des avancées et des compréhensions médicales fantastiques. C'est comme à la limite, vous savez, on est allé sur la Lune, on n'y retourne plus, mais le fait d'y être allé a fait faire des progrès à la technologie considérables. Le but n'était pas uniquement d'aller sur la Lune. Le fait de faire un cœur artificiel permet de comprendre mieux la coagulation, permet de comprendre l'interdépendance entre le ventricule droit et le ventricule gauche, des tas de choses qu'on ne connaissait pas du tout, il y a même 10 ans, 15 ans. Donc il y a eu des très grands progrès qui ont été faits grâce à ça. Ces progrès fulgurants ont permis depuis plus de 40 ans de se rapprocher progressivement du cœur artificiel total. En France, le professeur Alain Carpentier est le premier à réaliser cette transplantation en utilisant une prothèse Carmat en 2013, puis sur un second patient en 2014. Les deux bénéficiaires sont à ce jour décédés, ce qui relance le débat. Gilles Dreyfus et Alain Deloche ont donc souhaité, à travers ce livre, présenter au grand public les enjeux de ce cœur artificiel et les possibles alternatives. Il y a des moyens. Ici à Monaco, on met des Jarvik 2000, on en a mis une dizaine à des malades qui étaient en insuffisance cardiaque irréversible. Et il y a des malades qui vivent depuis des années avec cette machine et qui ont une vie qui est tout à fait proche de la normale. La normalité, pour moi, une vie normale, ce sont deux choses. C'est une vie de relation intellectuelle et c'est une autonomie physique qui permet de mener une vie, de mener sa vie. On parle du cœur, mais il y a le cœur qui assure ce qu'on appelle depuis très longtemps, depuis des siècles, la petite circulation, c'est-à-dire qui va vers les poumons et qui oxygène le sang, et le ventricule gauche qui pulse le sang dans tout l'organisme. Ces deux cœurs, ils marchent ensemble, mais ils ne marchent pas tant ensemble que ça. C'est un peu comme un couple. Alors, de temps en temps, quand ça va, ils marchent ensemble, quand ça ne va pas, ils ne marchent plus ensemble. Et je crois qu'il y a à peu près 15 à 20% des malades qui ont besoin, effectivement, d'avoir un support de la circulation des deux côtés. Cela pourrait être candidat à des cœurs artificiels totaux. Donc, ce n'est pas uniquement un rêve médical. Il y a un besoin médical pour les malades qui existe. D'Hippocrate à De Becquet, en passant par Barnard, le grand public pourra découvrir le concept du cœur artificiel, les avancées de la chirurgie cardiaque et de ces médecins qui ont marqué l'histoire. Un mot sur cette nouvelle pizzeria qui vient d'ouvrir ses portes à Monaco. Apéro, pizza, etc. tend à se démarquer des autres établissements de la principauté. Dominique Poulain vous explique pourquoi. Marguerite, reine, 4 saisons, paysanne, fruits de mer ou encore truffes. Franck, Hervé et Philippe sont 3 amis d'enfance. Ils ont eu l'idée d'ouvrir début février dans un ancien magasin de meubles et de décoration, Apéro Pizza. Particularité,
ils ont décidé de jouer à fond la carte du naturel et proposent à leurs clients des pizzas 100% bio. On avait cette idée derrière la tête depuis un long moment, parce qu'on est 3 copains d'enfance. Hervé qui fait ça depuis 20 ans à Menton. Et on s'est dit, il faut qu'un jour on fasse quelque chose ensemble. Et derrière un bar, un soir, on s'est dit, ça y est, c'est parti, on le fait. On nous a proposé ce local et on a dit, on y va. La pâte est bio, ainsi que la garniture, des ingrédients rigoureusement sélectionnés pour leur qualité de fabrication, de la sauce tomate au fromage, en passant par les légumes et la viande. Et forcément, les pizzas se distinguent de celles que l'on retrouve dans les fast-foods. On les dit plus savoureuses et plus équilibrées aussi. Autre particularité, il est possible de déguster une pizza sans gluten. C'est donc Hervé, pizzaiolo pendant de nombreuses années à Menton, qui a concocté la recette. Il a travaillé pendant 6 mois pour confectionner cette pâte. Une recette que j'ai mis plusieurs mois à faire, suite au livre de Djokovic justement, qui m'a permis de me lancer là-dedans. Ouais. Donc j'ai essayé aussi pendant 15 jours le sans gluten et j'ai vu qu'il y avait des résultats probants. Et donc je me suis mis à faire la pâte un peu toutes les semaines. En regardant sur internet, j'ai passé des heures sur internet, regardant un peu les recettes des autres. J'ai fait mon mélange à moi et coup de chance, j'ai trouvé une recette qui marche très bien. Le secret de sa composition est bien gardé. On sait seulement qu'elle est élaborée à partir de farine de riz, de maïs ou encore de fécule. Le secret primordial, c'est pas tant les ingrédients, c'est surtout la quantité et l'ordre dans lequel vous les mettez. Il y a du tapioca, il y a la gomme de goire, de la fécule, du maïs et du riz évidemment. Franck, Hervé et Philippe proposent également des plateaux pour l'apéritif, des plateaux à base de fromage et de charcuterie corse ou d'Espagne. Et si les pizzas sont 100% naturelles, leurs livraisons, elles, sont 100% écolo. Les 3 amis d'enfance ont équipé les livreurs de scooters électriques. Voilà pour ce nouvel établissement en principauté. Nous sommes désormais dans les ateliers de Venturi Automobile car depuis le début de la semaine, nous avons décidé de mettre un coup de projecteur sur ce championnat de Formule E qui fait étape en principauté samedi. Nous sommes aujourd'hui avec Thierry Apparu. Thierry, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication de Venturi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé Venturi de s'impliquer dans ce championnat de Formule E? On le sait, Venturi réalise notamment Antarctica, la VBB3. Maintenant, ce championnat de Formule E, c'est tout nouveau pour la ferme monégasque. Alors, c'est tout nouveau pour nous, mais c'est tout nouveau pour tout le monde, puisque comme vous l'avez dit, c'est un tout nouveau championnat. Pourquoi on s'est inscrit dans ce championnat? Parce qu'en 2000, lorsque Gildo Palanca-Pastor a racheté Venturi Automobile, il a décidé de tourner immédiatement la production vers le véhicule électrique. Le premier à sortir, c'est en 2004, à Détroit, Fétiche. Et les plus polis à l'époque ont rigolé en disant qu'un véhicule électrique de sport, ça ne fonctionnerait jamais. 10 ans après, on a une série électrique qui va courir dans le lieu mythique qu'est le circuit, qu'est la Principauté de Monaco, avec cette partie du circuit bien connue. Donc c'est une évolution à laquelle on se devait de participer et les promoteurs du championnat Formula I ont toujours considéré que Venturi, comme quelques autres, faisait partie des pionniers du véhicule électrique. Vous avez rappelé VBB3, mais avant VBB3, il y a eu VBB 2.5. On a établi des records du monde de vitesse en véhicule à pile à combustible puis électrique dès 2009. Venturi a aussi réalisé, par exemple en Europe, le premier crash test avec un véhicule électrique il y a quelques années. Donc on a établi une série de premières, comme ça, avec notre entreprise, et on se devait donc de participer à cet événement qui, de surcroît, correspond à notre ADN. Depuis le début, on veut développer des véhicules électriques. Et pour convaincre le public d'aller vers ces véhicules électriques, Gildo Palanca-Pastor souhaitait notamment faire des véhicules extrêmement désirables, avec des looks particuliers, mais aussi s'inscrire dans de la performance pour marquer les esprits. Et c'est comme ça qu'on se retrouve maintenant dans cette compétition, parce qu'il est intéressant aussi de se confronter aux autres. On court seul dans le désert quand on établit des records. Là, on a une autre confrontation avec des concurrents, des adversaires. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce championnat Formule E qui a débuté en Chine en septembre dernier? Oui, effectivement. Donc, c'est un championnat qui met aux prises 10 équipes, 20 pilotes, 2 monoplaces par pilote sur 10 étapes à travers le monde. On a couru en Asie, on a couru en Amérique du Sud, on a couru aux États-Unis. Maintenant, on arrive en Europe. Monaco est la première étape européenne qui va nous amener comme ça en Allemagne, en Russie
pour se terminer fin juin en Angleterre. Donc dans cette compétition, eh bien, c'est comme chez la grande sœur en Formule 1. On a un certain nombre de tours de piste à effectuer. À Monaco, ce sera 47 sur la partie basse du circuit. Et puis on inscrit des points. Et évidemment, en inscrivant des points, eh bien, les teams marquent des points. Donc il y a un championnat pour les teams et il y a un championnat pour les pilotes. 2 pilotes représenteront Venturi Grand Prix. Ils représentent Venturi Grand Prix depuis le début de la saison. C'est Nick Heidfeld et Stéphane Sarrazin. Pourquoi avoir choisi ces 2 pilotes qui ont 2 profils totalement différents? Oui, effectivement, Gildo cherchait des pilotes d'expérience pour mener l'équipe parce qu'on est une équipe très jeune. Venturi Automobile a formé cette équipe Venturi Formula I avec des gens qui n'ont pas tous l'habitude d'être dans le sport de haut niveau. Et donc, pour entraîner toute cette équipe, il fallait des gens vraiment très mûrs dans ces disciplines. Donc, Nick Heidfeld, pilote allemand, a couru plus de 10 ans en Formule 1 dans les plus grandes écuries. Il a toujours très bien réussi à Monaco, surtout dans les formules jeunes où il a remporté, je dis surtout parce qu'il a remporté des titres à Monaco en Formule 3 et en Formule 3000. Et puis Stéphane Sarrazin, qui lui est un pilote dont on dit qu'il est le plus polyvalent du plateau, puisque vous le savez, il pilote en WEC, en championnat d'endurance, il est champion du monde par équipe, et puis il pilote aussi beaucoup en WRC, en rallye. Il est d'ailleurs développeur de la future Toyota qui roulera en rallye. Il s'est retrouvé plusieurs fois à gagner des étapes ou des épreuves, notamment au mois d'octobre dernier, où il s'est imposé à 2 reprises consécutivement en rallye. Et c'est aussi un ancien pilote de Formule 1. Donc ils ont chacun des caractéristiques très différentes, mais qui apportent énormément à l'équipe, parce que ce sont des modalités de réglage des véhicules qui sont différents et des modalités d'appréhender la course qui sont différentes, qui apportent énormément. Vous parlez du véhicule. Là, toutes les écuries concourent avec le même véhicule. Tout ce qui change, c'est la façon dont elle est gérée informatiquement, on va dire. Oui, alors donc on a tous une Spark Renault. Au départ, pour commencer la saison, c'était plus simple de partir tous avec la même monoplace parce que construire une voiture, ça prend du temps, énormément de temps. Donc on a tous la même monoplace et effectivement, on va changer des détails. Alors des détails qui ont énormément d'importance, vous l'imaginez. On va changer la cartographie interne des cartes qui gèrent la voiture, toute l'électronique. Donc on va pouvoir en fonction des caractéristiques du circuit, en fonction des caractéristiques des pilotes, en fonction de nos stratégies de course, avoir des cartes qui vont régler la voiture, on appelle ça des maps, et qu'on va pouvoir choisir en fonction des situations de course et en fonction du rendement qu'on souhaite obtenir. Alors tout ça est évidemment un peu secret. On peut aussi régler quelques détails sur la voiture, notamment pour son aérodynamique. Et puis, comme ça, on va pouvoir construire notre stratégie de course et tenter de décrocher le maximum de points. Cette étape à Monaco, Thierry, c'est vraiment une course à la maison. Quelles sont les ambitions de Venturi? Les ambitions sur toutes les courses, elles sont de marquer le maximum de points et on ne dérogera pas à la règle à la maison, plus encore à la maison, puisque évidemment le circuit est à quoi 600-800 mètres du siège de l'entreprise, de l'endroit où nous nous trouvons, où nous construisons les voitures. Donc évidemment, il y a une envie énorme, ça décuple la motivation, mais comme le disait Stéphane, comme le disait Nick, il ne faut pas que cette dimension qui est extrêmement émotionnelle recouvre le reste et nous inhibe. Donc il faut en profiter. Il y a un peu, j'aime bien dire qu'il y a un peu de poussière magique qui se met sur nous parce que tout le monde nous en parle dès qu'on sort dans la rue, dès qu'on croise des copains, dès qu'on croise des gens qui viennent voir notre établissement, qui sont sur la devanture à regarder la magnifique décoration qu'on a faite. Ils nous posent des questions, ils discutent avec nous et on sent qu'il y a comme ça quelque chose qui se passe et qui vous pousse. Donc ça, c'est formidable, mais il ne faut pas que cette émotion-là, je le répète, comme le disaient les pilotes, nous dépasse, nous mange, et que cet enjeu-là devienne plus important que l'enjeu qu'est la course. Parce que pour nous, ça reste aussi une course, et on y inscrira des points comme dans les autres. On a la possibilité de soutenir ces pilotes de deux façons. Tout d'abord d'être là samedi, mais également via le Fan Boost. On en a parlé dans ce journal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, le Fan Boost, c'est quelque chose de très intéressant parce que les promoteurs du championnat ont voulu que ce championnat se déroule sur des circuits urbains au cœur de la population. Pourquoi? Parce qu'il fallait amener la voiture électrique aux gens qui sont censés l'utiliser un jour.
Et donc, il faut leur montrer comment ça fonctionne. Et puis, comment leur montrer comment ça fonctionne? C'est aussi les amener à participer à la compétition. Et pour la première fois, dans le sport de haut niveau international, vous pouvez être acteur de la course. Alors, le Fan Boost permet, en allant sur le site fiaformulai.com, de voter pour le pilote de votre choix. Et les 3 premiers pilotes dans ce classement, à chaque course, eh bien, vont obtenir la possibilité, 2 fois pendant la course, de disposer d'un regain de puissance qui peut les amener à avoir jusqu'à 10 km/h supplémentaires par rapport à un concurrent. Alors ça peut vous permettre de dépasser, ça peut vous permettre de résister à une attaque et ça peut vous permettre de marquer des points, ce qui est bien sûr le plus important. Donc il faut voter, évidemment pour Venturi, pour Nick, pour Stéphane. Jusqu'au dernier moment, vous pouvez voter. Vous pouvez changer votre vote jusqu'au dernier moment aussi, hein, donc on a le droit d'aller retourner et modifier son vote en fonction des circonstances. Et ensuite, on fera un réglage de voiture spécifique juste avant le départ pour incrémenter dans la voiture le réglage qui permet de disposer et d'utiliser le Fan Boost. C'est parfait. De toute façon, on est un peu obligé, entre guillemets, de soutenir nos 2 pilotes monégasques. Vous n'êtes obligé à rien, mais évidemment que c'est important pour nous de bénéficier de ce soutien. Monaco, à travers ce qui est fait avec une entreprise comme Venturi dans le véhicule électrique, mais aussi avec l'Automobile Club de Monaco, qui depuis 15 ans fait énormément à travers notamment le rallye des énergies alternatives pour le développement durable et la politique générale du gouvernement sur ces problématiques-là depuis très longtemps. Hein. Il faut savoir que, par exemple, plus de 2% du parc automobile en principauté est électrique ou hybride, ce qui est énorme. C'est peut-être la plus grande densité, comme dit Bernard Fautrier régulièrement, dans un pays au mètre carré. Donc, c'est extrêmement important et ce serait bien que tout ça trouve une espèce d'apothéose à travers un soutien fort, puissant, qui nous porterait au long de cette course. Donc oui, votez pour nous. Thierry, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir sur Monaco Info. Ça m'a fait plaisir d'être dans cette belle maison. On va découvrir à présent les prévisions météo et surtout celles de samedi, j'imagine, qui vous intéressent. Il devrait faire beau. Le temps sera nuageux mercredi dans la matinée avec une amélioration dans la journée. Les températures seront comprises entre 18 et 22 degrés. Ciel bleu, rares nuages et des températures stationnaires prévues pour jeudi. La fin de semaine s'annonce tout aussi ensoleillée avec de belles éclaircies vendredi et un ciel dégagé samedi pour le championnat de Formule E. Cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Monaco Info.